où je vois revivre des sociétés qui, pour être des stades antérieurs de celles où je vis, ne sont pas moins différentes et instructives que celles que je vais chercher en Amérique du Sud ou en Mélanésie. Le problème du transfert du mode de pensée structuraliste à la sociologie n'est pas simple, il est extrêmement compliqué et il se poserait à un niveau très technique. D'une certaine façon, il est vrai que un certain nombre de démarches essentielles sont de l'inspiration structuraliste. Par exemple, dans mon livre, j'ai intitulé La distinction, ce qui est source de formidables malentendus, parce qu'on pense, effectivement, le jeu de mots était intentionnel, on pense à distinction, recherche de la distinction, etc. Il y avait une intention typiquement structuraliste qui consistait à dire que le sens, c'est la différence, c'est l'écart différentiel, que exister symboliquement, c'est différer. Ça, c'est du Lévi-Strauss. Simplement, j'ai fait ce travail-là à propos d'univers dans lesquels le principe de la différence n'est pas du tout le même. Enfin, c'est-à-dire, j'étudiais non pas des différences entre des symboles, comme les différences qui constituent un système rituel ou un système mythique, différences qui se situent au niveau des symboles, en quelque sorte dans l'immatériel. Bon, j'ai étudié des systèmes de différence qui se situent dans les pratiques, dans les discours, dans les biens, dans les propriétés, etc. Et pour dire une chose extrêmement simple, c'est que dès le moment où nous sommes dans un univers où les gens sont différenciés, n'ont pas tous le même vêtement, n'ont pas tous le même langage, n'ont pas tous la même coupe de cheveux, n'ont pas tous les mêmes propriétés, à tous les sens du terme. Bon, ces propriétés se mettent à fonctionner, non seulement matériellement, mais aussi symboliquement. Et elles fonctionnent comme distinctives. Voilà. Et alors, du même coup, j'ai essayé de montrer qu'un univers social, c'est un univers qui fonctionne donc à deux niveaux. Il y a le niveau des différences matérielles qu'on peut mesurer. C'est plus grand, c'est plus petit, c'est plus gros, c'est plus fort, il y en a plus, il y en a moins, plus de capital, moins de capital, etc. Et au niveau symbolique, avec des oppositions qui sont tout à fait du même type que celles qu'on trouve dans les sociétés primitives, mais ces oppositions fonctionnent tout à fait autrement. Et c'est là que la différence deviendrait plus importante que la ressemblance. Autrement dit, le mode de pensée est le même, mais le fait de l'appliquer à des sociétés différenciées et au terrain, non plus simplement culturel et symbolique, mais social, économique, etc., produit des différences de méthode, je crois, assez radicales. Des différences, non pas de méthode, des effets différents. Je crois qu'en effet, il y a deux façons de concevoir et de pratiquer la sociologie. Il y a le sociologue qui travaille essentiellement à distance, c'est-à-dire au moyen de questionnaires, de statistiques, ce que, si vous voulez, Durkheim avait essayé de faire quand il a écrit le Suicide, ce qu'il a fait quand il a écrit le Suicide. Et puis, il y a une sociologie qui est celle de Bourdieu et d'autres, qui est simplement la méthode ethnologique, ou une méthode très proche de la méthode ethnologique, appliquée à des sociétés que, dans notre jargon, nous appelons complexes, c'est-à-dire du même type que les nôtres. C'est évidemment beaucoup plus difficile, parce que le nombre de variables est beaucoup plus grand. Mais enfin, je n'oublie pas qu'au laboratoire d'anthropologie sociale, du temps que je le dirigeais, pendant 10 années, toute une équipe s'est consacrée à l'étude d'un village français, et qu'il en est sorti des résultats originaux à partir d'une observation conduite dans l'esprit ethnologique. Et c'est ce que fait Bourdieu également dans d'autres domaines. Je ne sais pas si tout le monde a lu l'œuvre de Lévi-Strauss comme une sorte de manifeste antiraciste pratique, enfin infiniment plus efficace que les grandes déclarations à la Sartre. Bon. Mais en tout cas, pour moi, elle a eu cet effet. Étant donné les conditions dans lesquelles je travaillais et ce que je faisais, je ne pouvais pas ne pas être touché par ce travail. Alors, il y avait d'une part le très beau texte de Lévi-Strauss, Race et Histoire, qui était un texte important, une sorte de manifeste
manifeste théorique, intelligent, qui a été beaucoup commenté, c'est ça. Mais moi, ce qui me paraissait encore plus puissant, c'était les opérations même d'analyse qui arrachaient à l'absurdité les choses qui sont les plus stigmatisées, en particulier par le racisme, comme les pratiques rituelles ou les pratiques matrimoniales ou les traditions en matière sexuelle, etc., etc. Alors, je pense que sans que l'intention de Lévi-Strauss soit de réhabiliter qui que ce soit, le simple fait de faire de la science était aussi, en même temps un acte politique. Et en ce sens, c'est, je crois, cette nouvelle figure de l'intellectuel qui ne parle pas de tout, enfin à la manière du prophète. Max Weber dit le prophète est celui qui répond de manière totale à des questions totales. Bon, il est vrai que le philosophe, à la manière de Sartre, qui au demeurant est très très admirable, enfin qui peut être aussi très important. Le prophète, c'est celui qui parle quand plus personne ne sait quoi dire, dans la période de crise, etc., etc. Bon, c'est tout à fait admirable. Mais en même temps, nous étions un peu fatigués, enfin, de ce genre de propos, parce qu'il arrive souvent aussi que le prophète parle dans le désert, par la vide, par la contretemps, etc. Alors le fait que quelqu'un arrive et nous dise, voyez, on peut faire, on peut comprendre, on peut analyser, il y a des instruments de pensée pour comprendre des choses qui à première vue sont incompréhensibles, injustifiables, absurdes. Voilà. C'était, je pense, quelque chose de très important. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mener une réflexion conduite à partir d'expériences humaines très différentes les unes des autres et telles qu'on peut les observer dans la réalité. Autrement dit, d'ouvrir un certain nombre de fenêtres à une philosophie qui peut-être était trop portée à méditer dans le fort intérieur de chacun.